Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique Disney avec Pocahontas, un film sorti en 1995 de Mike Gabriel et Eric Goldberg. C'est le premier film se basant sur un personnage de l'histoire très librement, vous vous en doutez bien. C'est un film qui a coûté 55 millions de dollars et il en a rapporté 346 à travers le monde. Il dure 1h20 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien c'est Smith qui, avec ses valeureux compagnons, débarque en Amérique et il rencontre Pocahontas qui est une jeune indienne et avec elle il va s'en suivre une romance, une histoire de Roméo et Juliette très clairement. Alors, ce film, je l'ai vu bien après sa sortie. C'était un film qui n'est pas du tout lié à une nostalgie pour moi. C'est important que je le dise parce que l'émotion que j'ai ressentie, je la ressens avec ma psychologie de jeune adulte et non d'enfant. Donc je crois que c'est important de le mentionner. Pour un studio qui a parlé de contes de fées, de récits littéraires, eh bien ici c'est bien différent ce qu'on nous propose. C'est une sorte de comédie musicale, un drame musical je devrais plutôt dire, une sorte de Roméo et Juliette en milieu naturel. C'est le premier film qui s'inspire d'une figure qui a réellement existé. Je ne vais pas aller si loin que ça dans l'interprétation historique, ce n'est pas mon but. J'ai lu cependant beaucoup de choses, même presque 40 pages sur ce sujet concernant la critique. Je ne vais pas vous livrer ça. Je trouve que ça n'a pas à prendre de la place dans une vidéo qui critique le film et qui vous le présente aussi. Donc je ne veux pas reconvertir ma chaîne en chaîne historique. Mais cependant, je vais vous évoquer 2-3 choses. La première de ces choses, c'est que les producteurs et productrices du film n'ont pas changé le nom des protagonistes et ont fait de cette soi-disant fidélité historique un élément dans leur production publicitaire du film. Le film s'ouvre et se termine sur 2 tableaux qui peuvent donner aux spectateurs l'impression que le film n'est en fait qu'un rendu cinématographique de faits qui ont réellement eu lieu. Alors bien sûr, quand je dis spectateurs, c'est surtout les jeunes, parce que nous les vieux, on s'en rend compte bien. Je vous laisse le lien vers une lettre que les membres de la Powhatan Nation ont envoyée à Disney pour se plaindre, entre autres, des distorsions historiques et culturelles du film. La lettre est en anglais, elle est encore trouvable dans le web, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo, mais je vous traduis juste la fin. Il est dit: il est dommage qu'à partir de cette histoire triste, que les Euro-Américains devraient trouver gênante, Disney fasse du divertissement et perpétue un mythe malhonnête et intéressé au détriment du peuple Powhatan. Je pense donc qu'il est logique de considérer Pocahontas comme une fable morale à prétention historique, mais qui est en fait totalement fictive. Et bien sûr, c'est un film qui passe à côté du génocide. Alors, je ne pense pas qu'on puisse taxer Disney de révisionnisme, mais c'est juste un choix qu'ils ont opéré. Un choix d'ailleurs qui est clairement dit, et ça les gens l'ont souvent oublié, mais qui a été dit par le président du studio, qui était à l'époque Peter Schneider. Il n'a jamais été question d'un film qui se voudrait documentaire, mais plutôt un film inspiré par la légende. Disney, qu'est-ce que propose le studio ? C'est une image d'Épinal du passé états-unien, à mon avis, à travers un récit quand même standardisé, au climax raté. Ça, j'ai pas aimé le climax. Je vous le dis, je vous fais une petite aparté, mais je n'ai pas aimé le climax parce qu'il était musical. Je trouve qu'on perdait énormément dans le rythme, dans le suspense. Il n'y a pas de suspense là pour le coup. Dans une adrénaline, des enjeux mis en musique, je trouvais que c'était raté. Elle est par contre très dramatique, elle est triste. Elle est intéressante parce qu'il y a un côté romantique pleinement assumé dans le film, romanesque, parce que ce sont de très anciens récits sur l'amour, et ça, faut dire que ça marche toujours très bien auprès du public. Une histoire dans laquelle Pocahontas est le personnage principal. Une femme. Je dis pas que c'est mal, mais c'est quand même assez rare pour être indiqué. Elle est hyper sexualisée comme Ariel. Pocahontas est naturellement belle. C'est une femme qui vient d'une autre culture que la nôtre. Un personnage historique, ce qu'on a pu également dire de Mulan. Et la beauté physique de Pocahontas est une beauté qui répond aux critères de beauté, j'ai bien envie de dire, occidentaux. Pocahontas étant une vraie femme, il suffit de la regarder, elle a l'intuition que l'avenir de son peuple est à l'Est. Et toute la nature est d'accord avec elle en plus. Elle a la dimension d'une prophétesse de la création des États-Unis. J'ai lu des débats fous, mais fous, très très approfondis, sur la beauté
concernant ce film, notamment sur le site Le Cinéma et Politique, que je vous invite à regarder. J'ai pris quelques éléments d'un article sur Pocahontas, justement. Le but de la critique n'est pas d'axer la vidéo sur la beauté de Pocahontas. C'est une question qui fascine les canons de beauté chez Disney. Mais au-delà de ça, c'est une femme qui écoute son cœur. C'est un enfant de la nature, elle est liée à l'esprit de la terre quand elle se met à chanter. Et c'est toute la terre qui chante, Et qu'est-ce qu'elle chante ? Eh bien, tout simplement, la peur et les différences, avec l'air du vent. Alors là, formidable musique, l'air du vent. C'est une des plus belles musiques des années 90. Pour moi, vraiment un travail particulier, très impressionnant. Alors, je tiens à dire, il y a un truc qui m'a ulcéré, c'est que nous avons eu, alors là, le machin qui sort de nulle part, sur la cassette de Astérix chez les Indiens. Quoi ? Mais pourquoi il parle d'Astérix chez les Indiens ? Pocahontas, c'est une Indienne, je tiens à le rappeler, il y a peut-être un lien. Eh bien, il y avait une bande-annonce de Pocahontas qui allait sortir au cinéma. Déjà, cette bande-annonce, elle contient des morceaux de plans exclusifs qui n'apparaissent pas dans le film, déjà. Mais ensuite, elle a une VF qui chante, qui est différente de la version officielle, française. Et moi, mon premier contact avec ce film, c'était via cette bande-annonce. Et donc la VF de cette voix qui chantait m'a particulièrement marqué. Et quand j'ai vu la version normale sur le DVD, eh bien, je me suis rendu compte que c'était bien différent et je me sentais trahi. Voilà, donc il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire par rapport à toutes ces versions, ces systèmes de versions dont je parle plus tellement en ce moment. Mais je crois que c'est important quand même de le mentionner que voilà, même pour les bandes annonces, eh bien, la voix n'est pas forcément fixe et va rester au montage final, ce n'est pas le cas. Donc c'est une chanson, L'air du vent, où Pocahontas lui explique la nature à John Smith. C'est exactement comme dans Avatar. Ça lui donne un rôle important de transmettre des connaissances, mais face à l'homme, elle ne fait pas le poids, faut le dire ce qui est. Kokuom l'envoie à terre d'un simple geste alors qu'il essaye de tuer John Smith. Alors John Smith, ah là là, John Smith, le mec ultra viril, il arrive à bord du bateau sur un canon qui est, faut bien dire, un symbole phallique, un gros sexe. Il arrive sur le bateau sur un sexe, donc voilà, c'est le leader quoi. Quand il arrive sur la Nouvelle Terre, il n'est même pas en train de ramer, il est sur le bateau, à l'avant du bateau, vraiment fier. C'est l'âme du leader contre la masculinité un peu maniérée du gouverneur. Le film place des normes terribles, des normes de beauté, et dès qu'il s'attaque au genre humain, car on peut dire ce qu'on veut, ces conceptions de beauté n'avaient pas vraiment lieu à l'époque de Reiterman. Parce que tout simplement, Reiterman, il parlait d'animaux, point final. Et même maintenant que je dis ça, on a des trucs comme ça sur la beauté. Mais je me rappelle dans les 101 Dalmatiens, quand il y a le chien qui dit « Oh, celle-là elle est trop aguichante. Oh, celle-là elle est trop vieille. Oh, celle-là elle est trop jeune. Oh, celle-là elle est bien foutue. » Et parce que la fille elle était bien aussi. Donc Pocahontas continue dans cette voie-là. Mais c'est une fin qui est, je reviens sur cette fin, qui est assez spécial parce que Pocahontas, elle reste chez elle et elle laisse l'homme partir. Et c'est déchirant. Je viens juste de vous spoiler la fin, mais je m'en fous parce que bon, ce film, voilà. Et, enfin, il a été fait quand même il y a un petit moment. C'est comme si j'allais vous spoiler la sortie des Usines Lumière quand même. Et même avec une fin aussi tragique, Pocahontas, c'est une manière de promouvoir le métissage, même s'il y a encore du chemin à faire. C'est quand même une première voie qui a été faite par Disney par rapport au renfermement intellectuel et le manque d'ouverture d'esprit représenté par le gouverneur Radcliffe, avis des racistes. Alors là, c'est le racisme représentant bien sûr de l'aristocratie qui est mis en opposition avec les Indiens que je trouve un petit peu fade. Le père fait toujours des réflexions là, la rivière, oh les sauvages, en fait il vaut guère mieux que le gouverneur. Et les animaux, alors les animaux, on pensait peut-être à des animaux comme Bambi, c'est-à-dire des animaux qui parlent, mais ça avait été prévu au départ. Mais ce sont plus des faire-valoir, là, le raton laveur, Miko ou Meiko, qui est très spontané, avec son utilisation du corps, et même le petit oiseau qui va avec, pour véhiculer des émotions et bien sûr du comique. Au départ d'ailleurs, devait y avoir un dindon qui n'arrêtait pas de parler. Voilà, espèce de dindon super loquace, mais la direction a préféré la loi du silence et d'or. Et ils ont bien fait. Grand-mère Feuillage, représente le côté mature
de la nature, et c'est bien sûr le côté aussi maternel, puisque Pocahontas n'a pas de mère, et donc grand-mère Feuillage fait un peu office de grand-mère, mais aussi de mère, et en lui conseillant. Elle devait être au départ un homme dans le premier script, mais avec justement un déséquilibre au niveau féminin, ils ont préféré transformer ce personnage en figure maternelle. Donc l'absence matérielle physique a été remplacée par une présence d'un esprit. Mais la mère réapparaît symboliquement par le collier qui indique quand même l'ascension de Pocahontas à la maturité sexuelle et son obligation de procréer à son tour pour se réaliser. La norme, c'est l'Indien, et elle veut se libérer de cette norme, pas forcément, faire des choses sexuelles avec Coquam, parce que le mec, il est un petit peu... il est un petit peu sérieux, le mec. Donc, elle veut aller au-delà des conventions, au-delà de la rivière. Et voilà, ça, c'est de la transition, hein. Elle veut aller au-delà de la rivière, elle veut dépasser tout ça. Mais finalement, après, elle revient dans les mêmes travers, bien qu'étant progressiste, de nouveau, elle veut être avec un mec et tout ça. Elle forme avec John Smith un couple interracial, mais il n'y a pas de rapport sexuel. Je le jure, dans le film, mais avec une iconologie pareille de l'homme plus grande que la femme. On le voit bien dans la séquence chantée où l'indienne fait découvrir la nature à John Smith. On peut tout de suite penser que, bien que l'héroïne soit la plus forte qu'on ait vue chez Disney, ça reste toujours pas l'égal d'un homme, on n'en sort pas. Mulan, dans cette voie-ci, ira encore un peu plus loin, mais c'est aussi une histoire d'un père et de sa fille. Au début, le père veut apprendre quelque chose à sa fille, de respecter les traditions et tout ça, mais à la fin, c'est l'inverse. C'est la fille qui enseigne à son père une grande règle, comme le disait Morgan Freeman dans la pub, cette pub là dans Astérix chez les Indiens. Walt Disney Pictures présente Pocahontas, une légende indienne. 2 mondes différents, un seul amour. Dans les cinémas à partir de novembre. Le projet commença en 1990 avec Mac Gabriel, qui avait fini de réaliser le 2e épisode de Bernard et Bianca au pays des kangourous, donc qui fut un énorme échec. Alors le studio lui promit de faire un autre projet. Il cherchait un sujet orienté musical à grande échelle. Et Eric Goldberg, superviseur de l'animation du génie, se lia avec lui et l'équipe commença à se former avec Bernie Matinson, Glenn King qui arrivait à la supervision et un revenant, un espèce de vieux dinosaure, un mec vieux, Joe Grant, 81 ans, il revient co-scénariste de Dumbo. Supervision pour le film Fantasia. Je vous rappelle, Fantasia 1940. Et ce papy légendaire du studio amena plein de créateurs autour de lui. Ça a été vraiment un personnage fédérateur. Et ce qui est énorme, alors là, c'est un truc de fou, c'est que Pocahontas et le Roi Lion étaient développés en parallèle, mais personne n'en avait à foutre. Mais tous les animateurs préféraient travailler sur Pocahontas parce que c'était quand même, figure historique, histoire américaine, ça leur évoquait beaucoup plus de choses. Et donc ils se déplaçaient tous pour aller bosser sur Pocahontas, ne croyant pas que le Roi Lion puisse avoir du succès. Ils se sont bien gourés. Le studio a rencontré les Amérindiens pour pouvoir faire quelque chose de réaliste au niveau culturel. Et les Indiens étaient consultants pour le film, et malgré ce fait, il fut violemment condamné pour ses incohérences historiques et ses stéréotypes. Ça n'empêcha pas un travail monumental de 5 ans. 600 artistes ont été mobilisés, des animateurs, techniciens. Le film a été donc en production en même temps que Le Roi Lion. C'est pour ça qu'on a l'impression que les films ne se font qu'en 2 ans et qu'ils se font rapidement. Mais en fait, ils sont tous produits presque en même temps. Je crois me rappeler aussi que c'était fait en même temps que Le Bossu de Notre-Dame. Les animateurs travaillent sur le film, considèrent Pocahontas comme étant l'un des plus grands films et des plus compliqués à animer jamais produits par le studio. Des moutelles de couleurs complexes, des formes angulaires, des expressions du visage qui reflètent bien 5 années de production quand même. Un travail très très dur qui fut toutefois récompensé. Pocahontas elle-même est aujourd'hui fréquemment citée comme l'un des plus beaux et des plus réalistes personnages animés du répertoire Disney. Un des plus beaux Disney, il faut quand même dire, avec des actions très très fluides, dues à la rotoscopie. 55 animateurs furent présents pour animer juste le personnage de Pocahontas.
Et Grand-mère Feuillage, aussi un déballage technique avec du CGI, de l'ordinateur, donc avec les branches qui bougent, les textures des écorces qui bougent pour créer une surface du visage. Mais il avait été question d'animer l'arbre entier au départ, alors ils se sont quand même ravisés. Pour Glen Keane, un des plus réputés dans la profession, Pocahontas était un grand challenge dans l'animation. Il fallait faire croire à ce personnage qu'il soit réel. C'est tout l'enjeu de ces grands films de Disney. On renforce le charisme des personnages grâce aussi à des seconds rôles caricaturaux. Les seconds rôles ont des traits moins fins et renforcent les premiers rôles. Ils ont consulté des livres sur la beauté, des vidéos de modèles qui lui ont permis de voir comment elle allait être, comment elle allait bouger. C'est une conception quand même assez géométrique dans l'animation et dans les visages. Nous l'avions dans, par exemple, La Belle au Bois dormant, 1959, Les 101 Dalmatiens, 1961, Hercule et Mulan, 97 et 98. Il y a un gros travail sur la profondeur de champ, les backgrounds du film sont magnifiques. Il y a une couleur et une lumière très différentes entre les deux parties pour les opposer davantage. Une lumière qui est vraiment très stylisée. Nous le voyons dans les différents morceaux chantés. Et transition de ouf! Musicalement, c'est une tuerie. J'ai bien sûr connu ce film un peu en retard, donc je n'ai pas été si touché que ça par les musiques, mais bien sûr, en le revoyant plusieurs fois, je me suis bien rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'assez puissant, et je voudrais tellement vous passer les morceaux, mais je peux pas malheureusement. Mais voilà, sachez seulement que Menken et Schwartz ont signé une composition musicale qui a été fortement remarquée, au détour de la rivière, qui évoque l'esprit libre, casser les conventions, l'air du vent, c'est tout le film en fait, l'air du vent. C'est la première chanson que Alan Menken et Stephen Schwartz avaient écrite. Ça donne le ton du film et ça définit parfaitement, je trouve, le personnage de Pocahontas. Et Menken écrit lui-même que c'est peut-être la meilleure chanson qu'il ait écrite dans toute sa carrière. Et c'est vrai qu'elle est puissante, elle est envoûtante, elle est émotionnelle, c'est vraiment très très fort. Il y a aussi Sauvage. Bon, moi je la trouve pas super intéressante, mais elle reste puissante avec des thèmes adultes. Mais voilà, je trouve que le climax du film est raté parce qu'il est en comédie musicale, il n'est pas en réel en quelque sorte. Je trouve que même si le morceau est très puissant, même s'il propose vraiment les thèmes de l'étranger, je trouve que pour un final, c'est peut-être un petit peu mal joué. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous les autres Disney n'ont pas de numéros musicaux vers la fin du film, quand il y a justement le dénouement des situations dramatiques. Ici, on le fait un dénouement de la situation dramatique pratiquement que en musique. C'est vraiment à la toute fin, quand il va y avoir le dénouement final, que il n'y a plus justement de musique. Imaginez seulement, par exemple, dans La Belle et la Bête, Gaston et la Bête qui se battent en chantant. Enfin, ce serait ridicule, quoi. Faut bien dire que c'est quand même stylisé. Je veux dire, c'est un film qui reprend le réel et qui le fictionnalise. Je sais pas si ce terme existe, mais il le fictionnalise. Il fait rêver le spectateur avec des numéros musicaux. Bien sûr aussi une entorse au réel, à l'aspect historique, aux faits historiques. C'est un film rêve. Il ne dépeint plus une réalité. Parce que Disney savent très bien où ils vont. Il suffit, je pense, d'accepter ce qu'ils proposent pendant 1h30. Et je pense que tout adulte normalement constitué va en grandissant avoir un sens critique et se rendre compte de choses à propos de ces films qu'ils n'ont peut-être pas vus en étant petits. Et ce n'est pas un mal de s'en rendre compte un peu plus tard, mais il faut s'en rendre compte, voilà. Mais ne pas, après, critiquer et vociférer envers ce film, alors que c'est tout à fait normal, que Disney en est pleinement conscient. Les enfants ne vivent pas dans un monde de rêves merveilleux. Ils sont dans le même monde que les adultes, assez violents si on ne les éduque pas. Et ces Disney sont des portes d'éducation. Disney est une entreprise conservatrice, faut bien se dire ça. Et à défaut de ne pas être capable de faire des recherches ethnologiques abouties, et donc en prenant la décision de ne pas faire un portrait représentatif des Amérindiens, eh bien les producteurs et productrices du film se sont rabattus sur des sortes de schémas inconscients tirés de leur propre culture. C'est effectivement ces schémas de Disney sont toujours semblables et puissent toujours aux mêmes sources.
même s'ils font mine d'aller voir ailleurs, bien entendu. La culture occidentale a cet atout formidable, si on peut appeler ça un atout, de tout ramener à elle-même. C'est ce que nous fait miroiter les Disney. En s'intéressant à d'autres modèles, Disney participe à l'acculturation de toutes les civilisations du monde qui ne sont pas issues de la sienne. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Hercule et avec Mulan. Ayez bien conscience de ça. C'est la réappropriation par Disney. C'est un film classique. Parce que le film est pour les enfants, surveillé par les parents. Ce n'est pas un Disney qu'il faut blâmer parce que beaucoup de gens se sont affolés sur ce film. Il n'a pas eu de bonnes critiques, finalement, rétrospectivement parlant. Mais les productions sont à destination des jeunes publics et sont très encadrées juridiquement. Il ne faut pas oublier que Disney, c'est avant tout la confection de films commerciaux, avec un merchandising qui va avec. Je veux dire, la Miko, là, le petit raton laveur et tout ça, mais c'est les peluches, quoi, voilà. Mais il y en a qui parlent de révisionnisme pour une histoire basée sur des faits réels, qui passent sous silence les génocides et tout ça, mais c'est pas le but de ce film. C'est une première approche, si on peut dire, pour les enfants. Pocahontas est ainsi la métaphore de la terre des Amériques, prête à être fécondée, si possible, par un être venu d'ailleurs. C'est un message important que d'arrêter de se battre parce qu'on est différent et d'essayer de s'aimer, et de s'accoupler, de faire des enfants. Mais c'est pas ce qui se passe dans ce film, parce que le Smith, il repart. Il repart, le Smith. C'est une histoire d'adulte. Peut-être même l'histoire la plus adulte de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Parce que tout simplement les personnages sont des adultes. Et c'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas séduit, et c'est aussi peut-être pour ça que le film n'a pas séduit les Américains, qui connaissent par cœur ces histoires, bien sûr, de Pocahontas, de John Smith. Personne ne l'attendait, ce film. Tout le monde était enchanté par, justement, Le Roi Lion. Parce que Le Roi Léo n'était pas si connu que ça, par le grand public américain, bien entendu, alors que, bien sûr, une histoire en Afrique avec des lions et tout ça, ça fait tout de suite rêver, parce que c'est la savane, c'est les animaux exotiques. Et bien sûr, Pocahontas est passé un petit peu à côté. Triste échec, j'ai envie de dire, et je ne suis pas loin d'en penser la même chose. Je ne l'ai pas vu au bon moment, quand je parlais justement de Dingo et Max. Oui, je l'ai vu au bon moment et tout ça. Mais voilà, celui-là, l'animation est incroyable. Ça, il faut lui laisser pleinement. Mais le reste, je ne suis pas séduit par ce film-là. J'en suis désolé. Mais pour moi, c'est un film qui me laisse un petit peu de marbre émotionnellement, à part justement les numéros chantés, mais c'est presque à force de les revoir sans cesse. Pour moi, ce n'est pas un film dont je me souviendrai toute ma vie. Dès qu'on me dit Disney, je pense pas à ce film-là, loin de là. Et ce sera d'ailleurs le cas pour les suivants qui vont arriver, des films que j'ai vus bien plus tard, bien trop tard j'ai envie de dire. Et concernant ce film, je lui mettrai un 14,5 sur 20. Voilà, je pourrais m'augmenter bien sûr, mais c'est que nostalgiquement, j'ai pas cette fibre nostalgique concernant ce film, donc émotionnellement, au niveau du ressenti, je ressens beaucoup moins de choses. Vous avez peut-être vu Pocahontas à sa sortie, vous avez la cassette et tout ça, et donc vous êtes investi émotionnellement par certaines scènes, mais ça n'a pas été mon cas, donc c'est bien normal que moi je ne sois pas si emballé que ça à la vue du film. Ça reste riche. Ça reste romancé, il y a de la romance, voilà, et c'est de la romance, c'est littéraire, voilà, c'est une romance littéraire, et ça fait très très plaisir de voir encore ça, parce que maintenant, dans les années 2000, vous n'avez plus ça, on a une espèce de pastiche de romance littéraire avec ce qu'on avait pu avoir avec le Twilight, voilà, mais la romance, c'est fort la romance, eh bien nous n'avons plus tellement. Il y a peut-être des sursauts avec les films de Baz Luhrmann, par exemple Moulin Rouge et des choses, c'est les grandes histoires d'amour. Eh bien ici, c'est une grande histoire d'amour. C'est une histoire assez tragique, je trouve, avec une symétrie qu'on essaye d'opérer dans les deux camps qui se comprennent pas et qui à la fin font la paix à travers une scène de fin qui est incroyable, et je vous invite quand même à le voir. J'en reparlerai de toute façon de cette notion de différence et de comment les autres sont perçus et tout ça à travers une analyse de séquence qui va arriver très bientôt sur Cinefiles, avec avant aussi une analyse de Rox et Rookie. Vous aurez ça très bientôt. En tout cas voilà, j'ai terminé cette critique de Pocahontas, j'espère qu'elle vous aura
plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo, sur ce que je dis. S'il y a des choses vous dites « Mais c'est pas possible, comment peux-tu dire ça ?» Mais voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez suivre l'aventure Disney qui va continuer. Cette fois-ci, je tiens le bon bout et le bambou aussi. Donc, d'ailleurs, en parlant de bambou, on va bientôt aller en Chine parce que j'ai terminé la critique de Mulan. Donc, avant, il y a encore le bossu de Notre-Dame et Hercule, mais on va s'approcher de Mulan, de Tarzan, de Fantasia 2000 aussi. Donc, j'ai hâte. Donc, en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!